Toute ma famille s'est retournée contre moi à cause d'un mensonge lors du mariage de mon cousin. 5 ans plus tard, la vérité a éclaté, et j'ai refusé de leur pardonner. Ok, Reddit, ça va être long. Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire ici, mais après tout ce qui s'est passé récemment, j'ai besoin de vider mon sac. Petite précision, j'utilise de faux noms pour des raisons évidentes, et j'écris ceci depuis mon compte alternatif parce que certaines personnes impliquées suivent toujours mon compte principal. Donc, je suis James, 32 ans maintenant, mais tout ce bordel a commencé quand j'avais 27 ans. Pour le contexte, j'ai grandi dans une ville de taille moyenne en dehors de Portland où tout le monde connaît plus ou moins les affaires de tout le monde. Oui, un de ces endroits. Mon cousin Mike et moi étions super proches en grandissant. Genre, on a partagé une chambre à chaque vacances en famille jusqu'à ce qu'on soit ado. Nos mères sont sœurs, et elles se sont assurées qu'on passe à peu près toutes les fêtes et tous les week-ends ensemble. Mike allait épouser Cathy, qui habitait littéralement 3 maisons plus loin de chez nous en grandissant. Sa famille a déménagé dans notre rue quand elle avait 8 ans et que j'en avais 10, et nos familles ont tout de suite accroché. Vous savez comment certains voisins deviennent pratiquement de la famille? C'était nous. Les parents de Cathy nous gardaient, Mike et moi, quand nos parents travaillaient tard. On faisait des barbecues ensemble tous les étés, ce genre de choses. Cathy était comme ma petite sœur. Elle venait me demander des conseils sur les garçons au collège. Je l'ai aidé avec ses devoirs de maths, ok? Enfin, plutôt, on galérait ensemble, lol. Et je lui ai même appris à conduire dans ma vieille Honda Civic quand elle apprenait. RIP à la transmission de ma voiture. Donc, évidemment, quand Mike et Cathy ont commencé à sortir ensemble à la fac, tout le monde était ravi. C'était logique. Vous savez, ils se tournaient autour depuis le lycée. Et quand ils se sont enfin mis ensemble en 3e année, toute la famille était genre, enfin. Je n'exagère même pas. Notre grand-mère a littéralement pleuré quand ils ont annoncé leur fiançailles. Avance rapide jusqu'au jour du mariage, le 15 juin 2019. C'était dans un lieu assez sympa juste à l'extérieur de la ville. Rien de super luxueux, mais certainement plus joli que le mariage de mon frère Marc dans le jardin l'année précédente. Désolé, frangin, mais l'histoire des toilettes portables était difficile. J'étais l'un des garçons d'honneur de Mike avec son témoin, Tom, son coloc de la fac, et quelques autres gars. La matinée a commencé assez normalement. Je suis arrivé tôt pour aider à installer parce que c'est ce qu'on fait quand son cousin préféré se marie, non? Je portais ce costume bleu marine qui a coûté bien trop cher, mais bon, les photos de mariage, c'est pour toujours. J'avais ma boutonnière de garçon d'honneur épinglée, il a fallu 3 essais pour la mettre droite, et j'aidais à diriger les gens vers l'endroit où ils devaient aller. Ce couple de personnes âgées venait de me demander où étaient les toilettes pour la 3e fois. Ils étaient vraiment adorables, mais avaient définitivement du mal à s'orienter. Alors, je les y emmenais personnellement parce que je ne suis pas un monstre. C'est là que tout a dégénéré. J'entends une agitation derrière moi, et avant même que je puisse me retourner complètement, bam. Je me suis pris un coup si fort que j'ai littéralement vu des étoiles. Genre, j'ai toujours pensé que c'était juste quelque chose que les gens disaient dans les films, mais non. De vrais putains d'étoiles. Mike est arrivé en trombe avec Tom et quelques autres gars à sa suite. Il avait l'air, je ne sais même pas comment le décrire, comme de la rage et de la douleur et quelque chose d'autre, tout mélangé. Il a juste commencé à me frapper, pas juste un coup et c'est fini. C'était le mode agression totale. Je ne suis pas un petit gars, un M85, et je vais à la salle de sport de temps en temps, mais Mike travaille dans le bâtiment, et il était juste en train de me démolir. Pendant tout ce temps, il criait des trucs comme « Comment as-tu pu faire ça ?» et « Je te faisais confiance ». Pendant ce temps, j'essaie juste de protéger mon visage et de comprendre ce qui se passe. Tom et 2 autres garçons d'honneur ont finalement réussi à l'éloigner de moi. À ce moment-là, je saigne partout sur mon joli costume tout neuf. RIP à ça aussi. Le sang ne part pas facilement. Mon œil gauche est en train de se fermer, et je suis presque sûr que mon nez est cassé. Le couple de personnes âgées que j'aidais? Ils sont juste là, en état de choc. La femme pleurait. Je me sens encore mal d'avoir gâché leur journée, aussi. Quelqu'un, je crois que c'était le responsable du lieu, a appelé les secours. Il voulait aussi appeler la police, mais j'ai réussi à dire non à travers ma lèvre défoncée. Genre, même si je n'avais aucune idée de ce qui se passait, c'était quand même Mike. On a grandi ensemble.
Hors de question que je le fasse arrêter. J'ai fini dans ce centre de soins d'urgence à quelques kilomètres de là. La médecin n'arrêtait pas de me demander si je voulais porter plainte pendant qu'elle vérifiait si mon nez était cassé. Fait amusant, il n'était pas cassé, juste très contusionné. J'ai toujours une petite bosse là, cependant. Elle m'a donné cette poche de glace qui était si froide qu'elle faisait presque plus mal que les coups de poing. Ok, pas vraiment, mais bon sang, ces poches de glace médicales, c'est pas une blague. C'est là que j'ai reçu le texto. Vous savez ces moments dans les films où le personnage regarde son téléphone et tout son monde change? Ouais, c'était un de ces moments-là, un message de mon père. Le mariage est annulé. Débarrasse tes affaires du garage ce soir. Petit contexte, j'avais déménagé il y a des années, mais j'avais gardé des trucs stockés chez mes parents, des boîtes de souvenirs d'enfance, du matériel de sport, des albums photos, en gros, les trucs qu'on ne peut pas ranger dans un petit appartement, mais qu'on ne veut pas jeter. Rien de majeur, mais la façon dont il l'a dit, c'est là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai appelé mon père immédiatement, directement sur sa messagerie vocale. Pareil pour maman. Ma sœur ne répondait pas non plus. La seule personne qui a répondu, c'est mon frère Marc, et tout ce qu'il a dit, c'est « Comment as-tu pu faire ça à la famille ?» avant de raccrocher. Je suis assis dans le centre de soins d'urgence avec une poche de glace sur le visage, comme si je venais de faire 10 rounds avec Mike Tyson, et personne dans ma famille ne répond à son téléphone. L'infirmière n'arrête pas de me lancer des regards de compassion pendant que j'essaie d'appeler tous ceux auxquels je peux penser, probablement en pensant que je suis un mec qui s'est battu dans un bar à 11h du matin en portant un costume. Ouais, finalement, j'ai décidé d'aller chez mes parents en voiture. Petite remarque, essayer de conduire avec un œil gonflé est pas marrant. Je recommande pas. J'ai dû tourner toute ma tête pour vérifier mon angle mort. J'avais probablement l'air d'une sorte de chouette dérangée pour les autres conducteurs. Je me gare chez mes parents, la même maison où j'ai grandi, une configuration de banlieue typique avec la peinture bleue délavée que maman promet de refaire depuis environ 5 ans. La voiture de ma sœur Jenny est dans l'allée avec le pick-up de mon frère Marc et les véhicules de mes parents. Génial. Toute la famille est là. Ça va être amusant. J'entre par le garage, j'avais encore ma clé à ce moment-là, et je vais dans la cuisine. Vous connaissez cette sensation quand vous entrez dans une pièce et que tout le monde arrête de parler immédiatement? Ouais, multipliez ça par environ 1000. Maman est assise à l'îlot de cuisine. Papa est près de la cafetière. Jenny est à sa place habituelle sur le comptoir. Elle a 25 ans, mais elle s'assoit toujours là comme si elle en avait 12. Et Marc est appuyé contre le réfrigérateur. La première chose que fait maman, c'est de halter. Pas un halètement subtil, un style opéra total. Oh mon Dieu, qu'est-ce que Mike a fait à ton visage? Puis elle enchaîne immédiatement avec « Mais comment as-tu pu, James? Comment as-tu pu faire ça à la famille ?» Le choc entre l'inquiétude et l'accusation m'a donné un mal de tête encore pire que celui que j'avais déjà. C'est là qu'ils finissent par me dire ce qui se passe. Apparemment, j'ai une liaison torride avec Cathy. Oui, cette Cathy. La fille qui se moquait de mon acné au lycée. Celle qui m'a aidé à choisir le cadeau d'anniversaire de ma première vraie petite amie. La personne qui m'a littéralement appelé son grand frère dans son discours de remise des diplômes à la fac. Selon eux, on se fréquentait en cachette depuis des mois. J'ai littéralement ri. Genre, j'ai réellement ri à haute voix, ce qui, conseil de pro, ne riez pas avec une lèvre fendue. Ça fait un mal de chien, mais c'était juste tellement ridicule. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est là que Marc, mon propre frère, qui était le témoin à mon mariage avant mon divorce, une autre histoire, pas pertinente ici, prend ce sac de sport derrière le canapé et le jette à mes pieds. Prends tes affaires et casse-toi, dit-il, en essayant d'avoir l'air dur comme s'il était dans un film. Le sac contient peut-être la moitié de mes affaires du garage. J'ai découvert plus tard qu'il avait juste pris des choses au hasard. J'ai récupéré mes vieilles cartes de baseball, mais il a laissé toutes mes photos du lycée et de la fac. Merci, frangin. J'ai essayé d'expliquer, évidemment, en continuant à dire que c'était insensé, en demandant des preuves, en essayant de comprendre d'où ça venait. Papa n'arrêtait pas de secouer la tête, en disant des trucs comme « On te faisait confiance et comment as-tu pu faire ça à Mike ?» Maman ne voulait même pas me regarder. Jenny, qui parle habituellement assez pour toute la famille, est restée silencieuse. Je leur ai demandé quelles preuves ils avaient. Leur réponse? On le sait, c'est tout. C'est tout ce qu'ils avaient,
littéralement. Pas de capture d'écran de texto parce qu'il n'y en avait pas. Pas de photos de nous ensemble, sauf, vous savez, des photos de famille normale des 15 dernières années et plus. Rien. Il le savait juste. Le pire? Ce sont les personnes qui me connaissent. Maman et papa, qui m'ont élevé pour toujours dire la vérité, qui m'ont littéralement privé de sortie pendant un mois en 4e quand j'ai menti sur la fin de mon projet scientifique. Jenny, qui venait me voir avec tous ses problèmes parce que j'étais le plus raisonnable de la famille. Marc, que j'ai aidé à déménager 3 fois parce qu'il est trop radin pour engager des déménageurs. Ils ont tous juste décidé que j'étais coupable, sans poser de questions. J'ai essayé d'appeler Cathy, directement sur sa messagerie vocale. Je lui ai envoyé un texto, pas de réponse. J'ai appelé chez ses parents, oui, ils avaient encore une ligne fixe. Monsieur H a répondu et m'a dit que si je rappelais, il appellerait la police. Un vrai comportement chrétien là, tout le monde mérite le pardon H. J'ai quitté la maison de mes parents dans un état second. J'ai même pas pris le sac que Marc m'avait jeté. Je suis juste monté dans ma voiture et j'ai conduit. J'ai fini au Murphy S, ce bar du centre-ville où j'allais tous les jeudis soirs pour les soirées quiz depuis environ 4 ans. Le barman, Dave, jette un coup d'œil à mon visage et commence à me servir mon whisky sourd habituel, basique, je sais. Puis le coloc de Mike à la fac arrive pour son service, me voit, et soudain Dave me dit que je dois partir. Apparemment, je ne suis plus le bienvenu là-bas. Cool. Très cool. Je suis rentré chez moi en voiture à mon appartement, j'ai essayé d'appeler Cathy à nouveau. Rien. À ce moment-là, mon téléphone explosait de textos de membres de la famille et d'amis de la famille au hasard. Tout le monde a un avis. Tout le monde savait qu'on était trop proches. Soudain, chaque fois que Cathy et moi traînions ensemble ou parlions, c'était suspect. Cette fois où je l'ai aidé à déménager après la fac? Évidemment, on couchait ensemble. Le fait que son copain de l'époque ait aidé aussi? Oublié de manière opportune. J'ai dû éteindre mon téléphone. Je suis juste resté assis dans mon appartement sombre avec un sac de petits pois surgelés sur mon visage. La poche de glace du centre de soins d'urgence avait fondu, essayant de comprendre comment toute ma vie avait implosé en l'espace d'environ 6 heures. Je me suis mis en arrêt maladie pour lundi. Comment expliquer à votre patron que votre visage ressemble au sac de frappe d'un boxeur professionnel parce que votre cousin pense que vous couchez avec sa fiancée? Ouais, c'est pas une conversation que j'avais envie d'avoir. Les quelques semaines suivantes ont été un enfer absolu. On ne se rend pas compte à quel point sa vie est interconnectée avec sa famille jusqu'à ce qu'ils décident tous soudainement que vous êtes mort pour eux. Un exemple rapide, j'ai essayé d'aller à ma salle de sport habituelle lundi matin. J'ai pensé que faire de l'exercice pourrait m'aider à me vider la tête. Devinez qui est là? Le partenaire d'entraînement de Mike, Steve, qui est apparemment maintenant le gérant de l'endroit. Soudain, mon abonnement est en cours de révision, et je devrais essayer un autre emplacement. C'est comme si toute la ville jouait à ce jeu tordu des 6 degrés de séparation, sauf que c'était 6 degrés de façon démerder James. La barista de mon café habituel est la meilleure amie de la cousine de Cathy. Le propriétaire de l'épicerie locale va à l'église avec les parents de Mike. Même mon putain de dentiste a annulé mon rendez-vous de nettoyage. Son gamin joue au baseball avec le neveu de Mike ou quelque chose comme ça. La situation au travail était amusante, aussi. J'ai dû expliquer à mon patron pourquoi j'avais l'air d'avoir été dans une bagarre de bar. J'ai essayé de rester vague, mais Suzanne de la comptabilité a entendu ça, parce que bien sûr qu'elle l'a fait. Et à la pause déjeuner, tout le bureau était au courant. J'ai été convoqué au RH parce qu'apparemment quelqu'un, merci, Suzanne, était préoccupé par ma conduite personnelle. J'ai dû expliquer à cette représentante des RH de 23 ans que non, je n'avais pas de relations inappropriées avec qui que ce soit, pendant qu'elle me regardait comme si j'étais une sorte de méchant de feuilleton. J'ai finalement réussi à joindre Cathy après environ une semaine. Ce premier appel a été difficile, genre niveau explosion nucléaire. Ça a commencé avec elle qui me criait dessus pour avoir ruiné sa vie et moi qui lui répondais en criant que ma vie était ruinée aussi. Mais quelque part entre les cris et les pleurs, oui, j'ai pleuré, jugez-moi comme vous voulez, on a fini par s'écouter. Il s'est avéré que sa version des faits était encore pire que la mienne. Ses parents super religieux l'avaient pratiquement excommunié, genre tu es morte pour nous au total. Son père a même appelé leur prêtre pour voir s'il pouvait la faire excommunier officiellement de l'église. Spoiler, c'est pas comme ça que ça marche, monsieur H.
Sa mère avait déjà emballé toutes ses affaires d'enfance dans des sacs poubelles et les avait laissées sur le porche. Super classe. La situation de Cathy au travail était un cauchemar, aussi. Elle était chef de projet dans cette grande entreprise de marketing du centre-ville, mais sa chef d'équipe était la cousine de Mike du côté de sa mère. Soudain, tous ses projets étaient réaffectés, et elle recevait des avertissements pour son manque de concentration au travail. Ouais, on se demande bien pourquoi elle pourrait être déconcentrée alors que toute sa vie était en train d'imploser. On a commencé à comparer nos notes par texto. Appeler semblait trop risqué. On ne voulait pas que quelqu'un entende et lance d'autres rumeurs. Ni l'un ni l'autre n'avait la moindre idée d'où venaient ces accusations. Chaque fois qu'on demandait à quelqu'un des preuves, il disait juste des trucs comme « tout le monde le sait » ou « c'était évident ». Genre, quoi? Qu'est-ce qui était évident? Le fait qu'on se connaissait depuis qu'on était enfant, qu'on pouvait réellement avoir une conversation sans que ce soit bizarre? La seule fois où j'ai réussi à coincer Mike, je l'ai croisé à la station-service, il ne pouvait pas vraiment s'enfuir pendant qu'il mettait de l'essence, sa réponse a été « j'ai vu la façon dont tu la regardais. Vous vous moquez de moi ?» Je la regardais de la même façon que je regardais Jenny parce qu'elle était pratiquement ma sœur. Vous vous souvenez de ce sac de sport avec mes affaires du garage de mes parents? Ouais, je suis finalement retourné chercher le reste de mes affaires environ 2 semaines plus tard. Maman avait tout mis dans des cartons et l'avait laissé dans le garage. Elle n'avait même pas étiqueté les cartons. Elle a juste tout jeté dedans au hasard. J'ai retrouvé mes photos de remise des diplômes du lycée mélangées à de vieilles décorations de Noël. Mon diplôme de la fac était fourré avec du vieux matériel de sport. Cool. Très cool, maman. Les retombées sur les réseaux sociaux étaient amusantes, aussi. J'ai été bloqué par pratiquement tout le monde dans la famille. La sœur de Cathy, que j'avais aidée avec ses candidatures à la fac, a posté ce statut vague sur les serpents dans la famille qui a reçu genre 200 commentaires. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée m'envoyaient soudainement des messages sur le fait qu'ils avaient toujours su que quelque chose n'allait pas chez moi. J'ai commencé à recevoir des appels et des textos au hasard de numéros inconnus. Apparemment, quelqu'un, je suis presque sûr que c'était le frère de Cathy, avait partagé mon numéro dans un groupe de discussion familiale. J'ai dû changer mon numéro après avoir été bombardé de messages charmants me traitant de tout, d'un briseur de ménage à, enfin, vous pouvez imaginer. Le pire? Certaines de ces personnes me connaissaient depuis toujours. Madame D de la rue d'Accent Grave Côté, qui me donnait des biscuits chaque fois que je tondais sa pelouse au lycée, traversait la rue pour m'éviter. Monsieur P de la quincaillerie, qui m'a appris à réparer un robinet qui fuit quand j'ai acheté mon premier appartement, soudain, son magasin était fermé pour inventaire chaque fois que j'essayais d'y aller. Cathy et moi avons fini par réaliser qu'on devait partir. Cette ville nous étouffait. Tout le monde avait déjà décidé qu'on était coupable, et rien de ce qu'on disait ou faisait n'allait changer d'avis. On ne pouvait même pas se rencontrer pour en parler en personne parce que les gens nous verraient forcément et penseraient que ça prouvait tout. J'en ai eu marre de me défendre contre quelque chose que je n'avais pas fait. Comment prouver un négatif? Comment prouver que quelque chose ne s'est pas passé? C'est impossible. Et apparemment, aux yeux de tous ceux qu'on connaissait, le fait qu'on ne puisse pas prouver notre innocence signifiait qu'on devait être coupable. Après environ 2 mois à vivre comme un ermite et à voir des livreurs de DoorDash me lancer des regards bizarres, je suis presque sûr que quelqu'un leur a dit que j'étais ce type, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai demandé une mutation au travail. Heureusement, mon entreprise a des bureaux à Seattle. Mon patron a été étonnamment cool à ce sujet, probablement qu'il voulait juste se débarrasser des drames de bureau, pour être honnête. Cathy et moi avons eu notre dernière conversation avant de quitter la ville. On a décidé qu'il valait mieux qu'on prenne des chemins différents. Elle a choisi Chicago. J'ai pris Seattle. On est resté en contact via Instagram, mais c'est tout. On s'est désabonné de tout le reste juste par sécurité. On n'avait pas besoin que quelqu'un fasse une capture d'écran et lance des rumeurs sur le fait qu'on se fréquentait encore en cachette. Déménager à Seattle a été intéressant. Essayez d'expliquer à des colocataires potentiels pourquoi vous déménagez soudainement à 27 ans avec pratiquement aucun meuble. Mon premier logement était ce minuscule studio à Capitol Hill qui coûtait bien trop cher, mais il était à moi, et personne là-bas ne connaissait mon nom ou mon histoire. On ne peut pas mettre un prix sur ce genre de liberté. J'ai complètement recommencé à zéro. Nouveau numéro de téléphone, nouvelle adresse email. J'ai dû abandonner mon ancienne adresse après qu'elle ait été spammée avec des inscriptions à des abonnements. Très mature, les gars.
J'ai même supprimé mon ancien compte PlayStation parce que certains amis de Mike n'arrêtaient pas de m'envoyer des messages haineux via le chat du jeu. Qui fait ça? Le travail était en fait plutôt bien. L'avantage d'être le nouveau, c'est que personne ne pose trop de questions sur votre passé. J'ai juste dit aux gens que j'avais besoin d'un changement d'air. Pas techniquement un mensonge, non. Je me suis investi à fond dans le travail. J'ai commencé à aller à la salle de sport régulièrement. Chaîne différente de mon ancienne, évidemment. J'ai essayé de me créer une routine. J'ai trouvé ce bar sympa appelé The Crocodile qui organisait des soirées quiz le mercredi. Ambiance différente du Murphy's chez moi, mais les barmen ne me regardaient pas comme si j'étais Satan incarné. Donc, c'était une amélioration. J'ai commencé à y aller régulièrement. J'ai rencontré des gens bien. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Puis est arrivé le barbecue de l'entreprise qui a tout changé. C'était l'été 2021, un de ces rares jours parfaits à Seattle où il ne pleut pas et où il ne fait pas trop chaud. Mon collègue Jake organisait ça chez lui à Ballard. J'ai failli ne pas y aller. J'étais toujours pas super à l'aise dans les situations sociales en groupe, mais Jake m'avait aidé à comprendre le réseau de bus de Seattle quand j'ai déménagé, alors j'avais l'impression de lui devoir ça. C'est là que j'ai rencontré Amy. C'était l'ami de la femme de Jake du cours de yoga. Vous vous souvenez de ces moments dans les films où le personnage principal voit quelqu'un et tout le reste disparaît? Ouais, c'est des conneries. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'elle m'a surpris en train d'avoir une conversation incroyablement intense avec le chien de Jake sur la technique appropriée de lancer de frisbee. Pas mon moment le plus smooth, mais d'une manière ou d'une autre, ça nous a amené à parler. C'était facile de parler avec elle. Elle n'a pas fait ce truc de Seattle Freeze où les gens sont polis mais distants. On a fini par s'asseoir sur le porche de Jake pendant environ 2 heures à discuter de choses au hasard. Elle est fan de podcasts sur le true crime. Ouais, je vois l'ironie et elle a compris mes blagues idiotes sur la circulation à Seattle. On a commencé à sortir ensemble assez rapidement après ça. Au 3e rendez-vous, j'ai su que je devais tout lui dire. On ne peut pas construire quelque chose de réel sur des mensonges, non? Alors, j'ai tout déballé. Le mariage, les accusations, le drame familial, tout. J'imaginais qu'elle prendrait ses jambes à son cou. Au lieu de ça, elle a juste écouté, vraiment écouté. A posé des questions qui montraient qu'elle essayait de comprendre, pas de juger. Quand j'ai fini, elle a juste dit, c'est vraiment nul. On va manger une glace? Et d'une certaine manière, c'était exactement la bonne réponse. Le truc bizarre? Elle a commencé à suivre Cathy sur Instagram. J'avais mentionné le maintien d'un contact minimal. Il s'avère qu'elles sont toutes les deux obsédées par ce podcast appelé Crime Junkie, et soudain elles s'envoient des messages sur les épisodes. L'étape suivante, c'est qu'elles ont commencé ce truc de club de lecture virtuel avec d'autres fans de true crime. Elles font des appels Zoom toutes les 2 semaines avec du vin et des collations pour discuter de ce qu'elles sont en train de lire. La vie de Cathy s'est améliorée, elle aussi. Elle a rencontré ce mec Chris par le biais du travail à Chicago. C'est une sorte de développeur de logiciels qui apparemment ne sait pas comment écrire du code sans au moins 3 écrans, selon les mots d'Amy. Ils parlent de trucs au hasard dans leur club de lecture. Il a l'air bien, cependant, il la traite bien, ne tire pas de conclusions insensées, vous savez, les bases. J'ai commencé à avoir l'impression que peut-être tout est arrivé pour une raison. Ne vous méprenez pas, c'était toujours nul de perdre ma famille et ma ville natale. J'ai encore des jours où la cuisine de ma mère me manque ou où je me demande à quoi ressemblent mes nièces et neveux maintenant. Mais j'ai construit quelque chose de bien ici, de vrais amis qui me font vraiment confiance, une petite amie qui écoute, une vie qui est vraiment la mienne. Ce qui est amusant, c'est que j'aime mieux le mois de Seattle que le mois de Portland. Le mois de Portland essayait toujours de rendre tout le monde heureux, marchant sur des œufs autour des drames familiaux. Le mois de Seattle vit juste, va au travail, joue à des jeux vidéo, emmène amis essayer de nouveaux restaurants, existe sans constamment regarder par-dessus mon épaule. J'ai appris par Cathy que ses parents me dénigrent toujours à l'église. Apparemment, je suis leur mise en garde contre les loups déguisés en agneaux ou je ne sais quoi. Cool. Content de savoir que 5 ans plus tard, ils parlent toujours de moi. Vraiment sain, M et Madame H. Alors voilà, je vivais ma meilleure vie à Seattle. J'avais un bon travail, une petite amie géniale, j'ai même commencé à prendre des cours de cuisine. Il s'avère que je maîtrise peut-être les pâtes. Tout le reste est encore en cours.
Puis le mois dernier est arrivé, et soudain, c'est comme si le passé revenait en force comme une mauvaise gueule de bois. Ça a commencé un mardi. Ami travaille à domicile la plupart des jours parce que son entreprise est passée au télétravail après le Covid et n'est jamais revenue en arrière. Elle se rend généralement à pied dans ce restaurant méditerranéen en bas de la rue pour déjeuner. Ils font ce shawarma qui est fondamentalement de la cocaïne sous forme de sandwich. Ce jour-là, elle rentre à la maison, et quelque chose cloche. Il y a cette note collée à notre porte. Pas comme une note de « Désolé, nous avons manqué votre livraison » ou un dépliant pour l'entretien de la pelouse. On vit dans un appartement, mais bien sûr, continuez à les laisser. Juste un papier blanc uni qui dit « Nous devons parler. Je reviendrai ce soir. » Pas de nom, pas de numéro, rien, juste ça. Maintenant, mon nom est sur la boîte aux lettres. Ami a gardé son ancien logement comme location, donc elle n'est pas sur le bail. Alors, Ami a pensé que c'était pour moi. Elle m'appelle au travail, ce qui n'arrive jamais parce qu'elle déteste les appels téléphoniques et envoie généralement juste des textos. Je vois qu'elle panique parce qu'elle fait cette chose où elle parle super vite et oublie de respirer entre les phrases. Je quitte le travail tôt parce que qui ne le ferait pas? Je rentre à la maison, et Ami a verrouillé toutes les portes et tient sa vieille batte de softball du collège. Elle a joué au softball D1 à WSU et a toujours un swing méchant. On fait parfois des cages de frappe, et elle me botte systématiquement les fesses, mais la voir réellement assez effrayée pour saisir la batte, ça a touché différemment. On est resté éveillé tard cette nuit-là à attendre. Ami a cuisiné 3 fournées de cookies en gérant son stress, son truc habituel quand elle est anxieuse, et on a regardé en boucle une émission Netflix stupide que ni l'un ni l'autre ne regardions vraiment. Personne n'est venu. La même chose la nuit suivante, et la suivante. Juste au moment où on commençait à penser que c'était peut-être une blague bizarre ou une erreur d'adresse, c'est arrivé vendredi soir vers 20h30. On venait de finir de dîner, on a commandé à emporter parce que ni l'un ni l'autre ne voulait cuisiner, quand quelqu'un a frappé à la porte. Je regarde à travers le Judas, et mon estomac se noue. C'est Mike qui se tient là dans ce qui ressemble aux vêtements d'hier. Clairement pas rasé depuis des jours, se balançant légèrement comme s'il était soit ivre, soit vraiment fatigué, soit les deux. Ami saisit sa batte. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais je n'allais pas discuter. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne. La chaîne de sécurité ne l'arrêterait probablement pas s'il décidait de se remettre en mode rage, mais j'ai pensé que c'était mieux que rien. La conversation s'est déroulée à peu près comme ceci. Mike, je peux entrer? Moi, absolument pas. Mike, allez, mec. Je veux juste parler. Moi, la dernière fois que tu as voulu parler, j'ai fini aux urgences. Mike, regardant ses pieds, ouais, à propos de ça. Je suis venu m'excuser. Moi, excuse acceptée. Au revoir. Je commence à fermer la porte. Mike, attends. Je connais la vérité maintenant sur tout. Moi, belle histoire. Je ne te laisse toujours pas entrer. Mike, je dois m'excuser auprès de Cathy, aussi. Tu peux me donner ses coordonnées? Moi, j'ai vraiment ri, ouais, ça n'arrivera pas. Mike, s'il te plaît. Je veux juste arranger les choses. Moi, tu as eu 5 ans pour arranger les choses. 5 ans de silence. Maintenant tu te pointes à ma porte en attendant quoi exactement? Il a continué à essayer de parler, mais j'en avais assez. Je lui ai dit que je ferais savoir à Cathy qu'il essayait de la contacter, et si elle voulait lui parler, elle pouvait faire ce choix elle-même. Puis j'ai fermé la porte. À travers la porte, je l'ai entendu crier quelque chose à propos de débloquer ma mère parce qu'elle voulait parler. Je suis retourné au salon où Ami tenait toujours sa batte comme si elle était prête pour la saison de baseball. J'ai appelé Cathy tout de suite. J'ai pensé qu'elle devait savoir que Mike essayait soudainement de reprendre contact. Elle était aussi décontenancée que moi. Elle a clairement dit qu'elle ne voulait pas que je donne ses coordonnées à Mike, ce que j'ai totalement compris. Tout ça m'a plus perturbé que je ne l'aurais cru. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. J'ai continué à penser à Mike qui se pointait comme ça. Il avait l'air mal en point. Pas seulement non rasé et froissé, mais comme vaincu. Pas le même gars qui a essayé de réarranger mon visage il y a 5 ans. Ami a été incroyable à travers tout ça. C'est généralement cette personne maladroite et décontractée qui fait de mauvais jeux de mots et danse en faisant la vaisselle. Mais cette semaine-là, elle est passée en mode protection totale. Elle a installé une sonnette Ring le lendemain.
On est locataire, mais elle a dit qu'elle préférait perdre la caution que de se sentir en danger. Elle a commencé à travailler au café en bas au lieu d'accent grave la maison. Elle a même appelé son frère, qui est flic à Tacoma, pour se renseigner sur les ordonnances restrictives, juste au cas où. Il m'a fallu quelques jours pour décider quoi faire au sujet de ma mère. J'ai finalement débloqué son numéro, mais j'ai envoyé un texto au lieu d'appeler. J'entends dire que vous voulez parler, j'ai pensé que la balle était dans leur camp. Maintenant, après 5 ans de silence, ils ne peuvent pas juste se pointer et s'attendre à ce que tout aille bien. Après la visite surprise de Mike, ma mère a commencé à envoyer des textos, pas à appeler. J'imagine qu'elle a compris que je n'étais pas prêt à ça. Voici comment s'est déroulé ce premier échange. Maman, on veut que tu rentres à la maison. Moi, je suis à la maison. Maman, tu sais ce que je veux dire. On veut s'excuser et te réintégrer dans la famille. Moi, qu'est-ce qui a provoqué ça? Maman, on sait ce qui s'est vraiment passé maintenant. Moi, il a fallu 5 ans. Cool. Ouais, j'étais mesquin. Poursuivez-moi. Finalement, après quelques allers-retours, elle lâche le morceau. 2 ans après le mariage qui n'a pas eu lieu, Mike a épousé Jessica. C'était cette fille de sa salle de sport. Il s'avère que c'est elle que j'ai vue au mariage de Cathy, la demoiselle d'honneur assise seule, l'air mal à l'aise. Ça a du sens maintenant. Leur mariage était apparemment un désastre dès le premier jour, des disputes constantes, des problèmes de confiance, tout le bazar. Lors d'une de leurs plus grosses disputes il y a environ 6 mois, Jessica a laissé échapper quelque chose. Elle a dit quelque chose comme « Je n'ai pas ruiné la relation d'Emily juste pour passer mon mariage à entendre parler d'elle. » Ouais, laissez ça décanter. Il s'avère que Jessica a tout inventé, tout. Elle avait un faible pour Mike. Elle a vu à quel point il était proche de Cathy et a décidé de supprimer la concurrence. Elle a dit à Mike qu'elle nous avait vus, Cathy et moi, ensemble, lui a donné tous ces détails sur de supposées rencontres et des messages secrets. Mais quand Mike a exigé des preuves, elle n'a pas pu en fournir parce que, vous savez, ça n'est jamais arrivé. Et voici le clou du spectacle. Quand Mike a apporté ses accusations à la famille, tout le monde y a juste cru. Aucune question posée. Leur logique? Mike ne gâcherait pas son propre mariage à moins d'en être sûr. Parce qu'apparemment, être sûr signifie prendre la parole d'une fille au hasard de la salle de sport au-dessus de personnes que vous connaissez depuis toujours. Pas une seule personne dans aucune des deux familles ne s'est arrêtée pour me parler ou parler à Cathy. Pas une seule personne n'a demandé de preuves. Pas une seule personne n'a pensé, et, peut-être qu'on devrait entendre leur version avant de détruire complètement leur vie. Le meilleur pire? Jessica avait apparemment des antécédents dans ce genre de choses. Après que tout soit sorti, l'ami de Mike, Tom, s'est souvenu qu'elle avait fait quelque chose de similaire dans sa dernière salle de sport, elle avait accusé un entraîneur de harcèlement quand il ne voulait pas quitter sa petite amie pour elle. Mais personne n'a pensé à vérifier ça avant que mon visage ne devienne le sac de frappe personnel de Mike. Cathy le prend encore plus mal que moi. Tous ces gens d'église qui la traitaient comme si elle était le péché incarné, ses parents qui ont littéralement jeté ses souvenirs d'enfance dans des sacs poubelles, son patron qui lui a fait vivre l'enfer jusqu'à ce qu'elle doive démissionner, aucun d'eux ne s'est donné la peine de vérifier quoi que ce soit non plus. Voici une chronologie amusante pour vous. Juin 2019, désastre du jour du mariage. Juillet 2019, Cathy et moi quittons la ville. Décembre 2019, Mike commence à sortir avec Jessica. Mars 2020, il se marie, ouais, précipité, non. Août 2021, je rencontre Amy. Septembre 2024, Jessica admet enfin qu'elle a tout inventé. Octobre 2024, tout le monde veut soudainement s'excuser. 5 ans. 5 années entières à être le paria de la famille. 5 ans à manquer des anniversaires, des fêtes, des mariages, des naissances. 5 ans à ce que mes nièces et neveux se fassent dire que l'oncle James est une mauvaise personne. Tout ça parce qu'une fille de la salle de sport ne pouvait pas supporter le fait que mon cousin soit heureux avec quelqu'un d'autre. Amy a été mon roc à travers tout ça. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle est juste restée assise là pendant 1 minute, puis a dit, « Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que toute ta famille est plus stupide qu'une boîte de cailloux ?» Ça m'a fait rire pour la première fois depuis que je l'ai découvert. La réponse de Cathy a été moins humoristique. Citation directe de notre appel téléphonique, ils peuvent prendre leurs excuses et se les mettre là où le soleil ne brille pas. Dis-nous ce que tu penses vraiment, Cathy.
Le pire, ce n'est même pas le mensonge lui-même. C'est la facilité avec laquelle tout le monde y a cru. Ces gens qui me connaissent depuis que je suis né, qui m'ont vu grandir, qui étaient censés m'aimer, ils ont tous décidé que cette histoire sur Cathy et moi avait plus de sens que la vérité. Ma mère n'arrête pas d'envoyer ces longs textos sur à quel point ils sont tous désolés, comment ils auraient dû le savoir, comment ils veulent arranger les choses. Papa a même essayé d'appeler. Bloquez ça tout de suite. Jenny envoie des photos de ses enfants avec des légendes culpabilisatrices comme s'ils voulaient rencontrer leur oncle. Mais voici ce qu'il en est, on ne peut pas juste appuyer sur reset sur 5 ans à traiter quelqu'un comme de la merde. On ne peut pas juste dire oups, on est mauvais et s'attendre à ce que tout redevienne normal. La confiance, c'est comme un miroir. Une fois qu'il est brisé, on peut essayer de recoller les morceaux, mais on verra toujours les fissures. Je vous tiendrai au courant, les gars, si quelque chose se passe. Merci d'avoir lu. Dernière mise à jour. Eh bien, Reddit, c'est tout. La dernière mise à jour. Cathy et moi avons décidé qu'il était temps d'affronter la musique chez nous. On a accepté de rencontrer les deux familles, mais à nos conditions. J'ai choisi un lieu neutre, ce café du centre-ville auquel aucune famille n'avait de lien. Cathy était trop anxieuse pour rentrer en avion juste pour ça, alors on a installé mon ordinateur portable avec elle sur Zoom. Je l'avais mise sur haut-parleur, mais sa vidéo était éteinte. Elle voulait tout entendre mais ne voulait pas voir leur visage. On ne peut pas lui en vouloir. Tout le monde était là, mes parents, Mike, Jessica, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, les parents de Cathy, mes frères et sœurs, même Tom s'est pointé, se sentant probablement coupable de toute cette histoire de témoin qui ne m'a pas défendu. Avant que qui que ce soit ne puisse commencer avec ses excuses, j'ai posé quelques règles. Cathy peut tout entendre. Elle peut choisir de parler ou non. Si elle se déconnecte, la réunion est terminée. Personne ne me touche, je regarde Mike. Pas de culpabilisation religieuse, c'était pour les parents de Cathy. La première à parler était Jessica. Elle avait l'air vraiment mal. Les problèmes de mariage ne lui font pas de bien. Sa grande explication ? Elle était amoureuse de Mike et pensait que Cathy ne le méritait pas. C'est tout. C'est littéralement sa raison de faire exploser plusieurs vies, pas un grand malentendu, pas un cas d'erreur d'identité. Elle voulait juste mon cousin et a décidé de nucléariser la vie de tout le monde pour l'obtenir. Mike a essayé de s'excuser pour les coups de poing. En fait, plusieurs coups de poing, mais qui compte ? Il a dit qu'il aurait dû savoir qu'il ne fallait pas croire Jessica sans preuve. Non, Sherlock, tu crois ? Peut-être confirmer les choses avant de te transformer en WWE sur le visage de ton cousin. Puis sont venus les parents, les deux couples. C'était intéressant. Ma mère a essayé de me serrer dans ses bras quand je suis entré. J'ai reculé. Le regard sur son visage comme si je l'avais giflé. Ouais, eh bien, peut-être se souvenir de ce que ça a fait quand vous avez emballé mes photos d'enfance comme si c'était des déchets, maman. Le père de Cathy a commencé avec des trucs bibliques sur le pardon jusqu'à ce que Cathy se désactive et l'arrête très rapidement, ces mots exacts, vous avez jeté mes affaires dans des sacs poubelles et les avez laissés sous la pluie. N'osez pas me citer les Écritures. Je n'avais jamais entendu Monsieur H sans voix auparavant. C'était assez incroyable. Ma sœur Jenny a pleuré à quel point ses enfants me demandent. Belle histoire, ma sœur. Où était cette préoccupation quand tu aidais maman à emballer mes affaires ? Quand tu m'as bloqué sur tout ? Quand tu disais aux gens à l'église à quel point j'étais une personne horrible ? Voici ce qu'il en est avec la famille, ils sont censés être ceux qui vous connaissent le mieux, qui vous font le plus confiance, qui vous donnent au moins le bénéfice du doute. Mais chaque personne dans cette pièce a choisi de croire le pire de moi et de Cathy. Aucune question posée, aucune preuve nécessaire, juste directement, oui, ce sont évidemment des amants secrets. Détruisons leur vie. Alors, je leur ai dit exactement ça. J'ai dit à Jessica qu'elle avait construit son bonheur éphémère sur la douleur des autres. J'ai dit à Mike que son manque de confiance avait détruit plus que sa relation avec Cathy. J'ai dit aux deux couples de parents qu'ils nous avaient montré exactement à quel point leur amour était conditionnel, et maintenant ils doivent vivre avec cette connaissance. Cathy a pris la parole à la fin. Elle était calme, ce qui était en quelque sorte pire que si elle avait crié. Elle a juste dit, le pire, ce n'est pas que Jessica ait menti. C'est qu'aucun d'entre vous n'a pensé que nous valions la vérité. Vous nous avez jetés sur la base de rien d'autre que des commérages. Ça en dit plus sur vous que ça n'en a jamais dit sur nous.
Puis elle s'est déconnectée. Réunion terminée. Mes parents essaient toujours d'arranger les choses. Maman envoie ses longs textos émotionnels sur la famille et le pardon. Papa dit apparemment aux gens qu'il me laisse de l'espace. Merci, papa, seulement 5 ans de retard sur celui-là. Les parents de Cathy veulent soudainement venir lui rendre visite à Chicago. Ouais, bonne chance avec ça. Mais voici ce qu'il en est. Ami et moi avons construit une vie ici, une bonne vie. J'ai une bague cachée dans mon tiroir à chaussettes, ne lui dites pas, mais je vais la demander en mariage le mois prochain. Cathy est heureuse avec Chris. On a tous les deux de vrais amis qui nous font vraiment confiance, des emplois qu'on aime, des vies qu'on a construites à partir de rien. Parfois, la famille qu'on choisit est meilleure que celle dans laquelle on est né. Parfois, les choses brisées ne devraient pas être réparées. Et parfois, la meilleure vengeance est juste d'être heureux sans les gens qui vous ont jeté. Alors, c'est tout, Reddit. C'est ainsi que le mariage de mon cousin a détruit mon ancienne vie et m'a accidentellement conduit à une meilleure. Merci d'être venu avec moi pendant ce voyage.